Quand Martine, la tante dévouée qui avait été le pilier de la famille pendant 35 ans, jette son verre à moutarde contre le mur de la salle à manger et hurle « Ta mère biologique n'a jamais voulu de toi, c'est pour ça que je t'ai prise ». Le déjeuner dominical se fige instantanément. Le plat de rôti tremble sur la table. Une fourchette tombe sur l'assiette en porcelaine dans un tintement aigu. Parce que tout le monde ici savait une chose, Martine ne perdait jamais son sang-froid. Martine était une sainte, mais Martine n'était pas là à crier par caprice ou par une rancune passagère. Elle était acculée parce qu'Alice, sa nièce de 25 ans, venait de descendre du grenier avec une vieille chemise cartonnée, prouvant ce que personne ne voulait admettre, la femme qui l'avait élevée avec tout l'amour du monde n'était pas sa vraie mère. Et le sombre secret que personne dans cette pièce n'imaginait, c'était que Martine avait maintenu ce silence en payant une fortune pendant des décennies. La mère biologique était vivante, très aisée, et n'avait jamais voulu connaître sa fille. L'air dans la cuisine devient lourd, imprégné de l'odeur de viande rôtie un peu trop cuite et de tension pure. Les chaises en bois grincent sur le carrelage froid alors que les proches se raidissent, mal à l'aise. Martine tremble visiblement, la sueur perlant sur sa tempe grisonnante, des larmes brûlantes tachant son chemisier à fleurs du dimanche. Les mains calleuses qui avaient bercé Alice tant de nuits sont maintenant fermées en poings blancs de force. Alice serre son téléphone portable, la lampe torche encore allumée, les yeux écarquillés par le choc. Françoise, la sœur cadette, porte la main à sa bouche, étouffant un gémissement de terreur. Ce désastre avait mis 25 ans à fermenter. Il a commencé il y a un quart de siècle, quand Martine a récupéré un bébé rejeté à la maternité de l'hôpital public. Il a empiré il y a 15 ans, quand Françoise a juré sur la tête de ses enfants de ne jamais ouvrir la bouche. Et il est devenu une bombe à retardement il y a 6 mois, quand Alice a trouvé l'extrait de naissance original au fond d'une vieille boîte à chaussures poussiéreuse. 3 moments, 3 carrefours, tous menant à cet effondrement au milieu du repas de famille. Françoise serre ses propres épaules parce qu'elle comprend enfin le poids de la trahison. Alice met le téléphone sur haut-parleur parce que sa tête tourne et qu'elle n'arrive pas à croire que sa vie entière a été une mise en scène. Nicolas, le cousin observateur, regarde en silence depuis le coin de la pièce, adossé au buffet, sachant qu'il n'y a plus rien à réparer, que l'explosion est inévitable. Mais comment Martine, la femme la plus respectée du quartier, en est-elle arrivée là? Vous devez comprendre 3 vérités cruelles. Le moment, il y a 25 ans, où le destin aurait pu être autre. Le moment, il y a 15 ans, où le nœud s'est resserré. Et le moment, il y a 6 mois, où il n'y avait plus de retour possible. Et tout a commencé quand Martine croyait encore, naïvement, que l'amour d'une mère, même une mère de cœur, suffirait à effacer les taches du passé. Tout a commencé par une journée pleine d'espoir, 25 ans plus tôt, quand Martine ne savait pas encore que cette joie serait la dernière avant que le cauchemar ne commence. Activez la cloche maintenant. Cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensez sur la maternité. Des milliers de femmes partagent déjà leurs propres expériences dans les commentaires. Ne restez pas en dehors de cette conversation qui va changer votre vision de la famille pour toujours. Il y a 25 ans, Martine tenait le nouveau-né contre sa poitrine dans le couloir froid de l'hôpital. Alice, 3 kilos de peau rosée et de poings fermés. Ce fut sa première victoire. Elle adopta la nièce abandonnée sans hésiter une seconde. Des fleurs fanées reposaient sur une chaise en plastique à côté. « Ma fille pour toujours », chuchota-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Le soleil de l'après-midi frappait la fenêtre sale, une lumière dorée touchant le visage du bébé. L'espoir flottait dans l'air humide de mars. L'ironie est cruelle quand on sait à quel point cette lumière allait s'éteindre brutalement. Martine se levait à 5 heures du matin tous les jours. Elle préparait le café noir serré dans la cuisine étroite, l'odeur du pain grillé remplissant la maison. Elle cousait des ourlets et des uniformes sur sa vieille machine jusqu'à midi et vendait ses créations au marché le samedi. Ses cheveux gris, toujours tirés en un chignon impeccable,
et un rouge à lèvres corail discret sur ses lèvres fines. Pour qu'Alice voie de la beauté dans ce monde, expliquait-elle aux voisines curieuses sur le pas de la porte. Ses habitudes étaient simples, lire des histoires le soir, chanter des comptines un peu faux et prier le chapelet avec Françoise le dimanche. Enfin, les choses semblaient s'arranger après tant de vide. Pendant des années, après avoir enterré son mari mort dans un accident de moto, Martine n'avait pas cru que les rires reviendraient dans cette maison. Elle avait enfoui sa douleur en élevant une nièce orpheline, en cuisinant pour toute la famille, en cousant jusqu'à ce que ses doigts saignent. Elle avait érigé de hauts murs autour de son cœur. Je ne ferai plus jamais confiance au bonheur. Mais maintenant, elle abattait ces murs brique par brique. Alice était la raison. Cette joie avait coûté des nuits blanches, des mains calleuses, un dos courbé sur le tissu. Perdre cela maintenant serait comme déchirer sa propre âme en deux. Le rêve de voir Alice grandir dans une famille unie semblait enfin réel. Martine touchait son alliance au doigt comme un talisman. Pour la première fois en 5 ans de veuvage, elle s'autorisait à rêver à autre chose qu'à la survie. Elle imaginait Alice adulte, diplômée, heureuse. Des projets griffonnés dans un vieux carnet, acheter une maison plus grande, organiser une belle fête pour ses 18 ans, payer ses études supérieures. Le plan de vie gardé dans le tiroir, un papier froissé à force d'être regardé. Plus l'espoir est grand, plus la chute sera brutale. Martine et Françoise s'asseyaient sur la petite terrasse chaque samedi après-midi. Une odeur de café filtre mélangée à un parfum bon marché, des rires forts qui brisaient le silence du quartier. « Ma sœur, Alice est notre lumière », disait Françoise, les yeux brillants. Une complicité tissée par des années de secrets partagés. « On va l'élever ensemble, comme deux mères ?» Martine approuvait, un large sourire aux lèvres, des promesses faites avec une joie pure, sans ombre. Alice rampait sur le sol en béton, les mains sales de terre. Rien n'indiquait que la tempête approchait, rien du tout. « Françoise, tu te souviens quand je pensais que je ne survivrais pas à la mort de Paul ?» Martine servait plus de café, la main ferme sur la tasse ébréchée. « Je m'en souviens, tu ne sortais pas du lit. Je t'apportais à manger, tu n'y touchais pas. Mais regarde-nous maintenant, Alice grandit forte, en bonne santé. Tu nous as sauvés, Martine. De quoi rêves-tu pour l'avenir? Alice qui lit sans arrêt, qui étudie, qui devient quelqu'un. Et toi, heureuse, ma sœur, avec ta propre famille un jour. Je suis déjà heureuse, on salue l'une l'autre. Et Alice, la famille, c'est ça. Toujours, Françoise. Certains secrets sont faits pour protéger, pas pour blesser. » Les deux échangèrent des regards. Une complicité dangereuse. Martine se rendit à la mairie un mardi pluvieux. Elle enregistra officiellement Alice comme sa fille adoptive. Le stylo bleu tremblait dans sa main ridée au moment de signer les documents. Maintenant que nous sommes une vraie famille sur le papier, je peux enfin tout investir en elle sans peur. Un engagement assumé. Elle paierait aussi les études de Françoise pour garder sa sœur près d'elle. Un investissement émotionnel gigantesque, la bonne décision prise au moment parfait. Ou du moins, cela y ressemblait. Comment quelqu'un aurait-il pu savoir que 25 ans plus tard, ce même document deviendrait une arme? La maison de Martine avait une odeur permanente de café frais et de lessive. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux fleuris usés. Les rires d'Alice enfant résonnaient dans le minuscule jardin, la balançoire improvisée grinçant sur le vieux poirier. Des objets simples symbolisaient cette paix conquise. Un berceau en bois qui avait appartenu à Françoise des décennies plus tôt, une photo encadrée des trois lors d'une fête de village, la tasse fêlée du mari défunt gardée dans le vaisselier comme une relique. Ce lieu serait un jour le théâtre de la destruction, mais à ce moment-là, c'était un foyer. Martine était enfin respectée dans le voisinage. Les femmes demandaient des conseils sur les enfants, les mariages, les recettes. « Madame Martine sait tout », disait-elle. Des relations équilibrées. Françoise venait déjeuner chaque dimanche sans faute. Les cousines aidaient à la couture. Les voisines apportèrent des gâteaux. Une position stable en tant que matriarche de la famille.
reine de son petit royaume de sol carrelé et d'amour improvisé. Les règles étaient simples. Tant que je protège les secrets de la famille, rien ne s'effondre. Tant que je travaille dur et que je prie, Dieu pourvoira. Tant que j'aime Alice comme la chair de ma chair, personne ne posera de questions. Une fausse sensation de contrôle sur le destin. Martine y croyait de toutes ses forces. Elle appartenait complètement à ce rôle. La mère de substitution parfaite. Alice avait 5 ans quand elle a posé la question pour la première fois. « Tante Martine, elle est où ma vraie maman ?» Martine a ri nerveusement, échangeant un regard rapide avec Françoise. « Je suis ta vraie maman, mon amour, celle qui élève et celle qui compte. » Alice a accepté et retourné jouer avec ses poupées. Françoise a chuchoté son inquiétude plus tard. « Et si elle redemande quand elle sera plus grande ?» Martine a balayé l'idée d'un geste de la main. « Concentrons-nous sur l'amour. L'amour efface les doutes. » Elle était si soulagée par ce bonheur récent qu'elle ne voyait pas les signaux d'alarme. Nicolas, le neveu adolescent, est apparu à la porte un après-midi. Gentil, apportant une enveloppe jaunie. « Tante, j'ai trouvé ça dans le grenier de mamie. Ça a l'air important. » Une vieille lettre, une écriture tremblante. Martine l'a prise trop vite, l'a cachée dans son tablier. « Des bêtises, Nicolas. Range ça. » Il a insisté. « Mais il y a le nom d'Alice. Je l'ai gardé moi-même. Je l'avais oublié là-haut. Merci. » Cela semblait innocent. Nicolas était un bon garçon. Martine a tout interprété de manière optimiste. Ce n'était pas une menace. C'était juste le passé qui essayait de ressurgir. Le passé essaye toujours. Le dernier après-midi de bonheur pur a eu lieu un vendredi. Une lumière dorée de fin de journée baignait la terrasse. Martine a étreint Alice, adolescente, une odeur de shampoing bon marché et de sueur propre de celle qui rentre de l'école. La musique de la vieille radio jouait une chanson populaire. Si Martine avait su que c'était la dernière étreinte, sans l'ombre d'un doute entre elles, elle l'aurait serré plus fort. Elle aurait mémorisé le poids exact de ce corps contre le sien. Une photo prise par Françoise, 3 sourires éternisés sur du papier photo bon marché, une promesse non dite flottant dans l'air. Toujours ensemble, toujours. C'est justement ce bonheur conquis par la sueur et les larmes, cette sensation que la famille était enfin réelle et indestructible, qui rendrait ce qui s'est passé il y a 6 mois si dévastateur. Et tout a commencé par quelque chose qui semblait insignifiant. Une vieille boîte à chaussures, un grenier poussiéreux et la curiosité naturelle d'une jeune femme de 25 ans cherchant de vieux déguisements. Il y a 6 mois, Alice est montée au grenier pour chercher de vieux costumes. La poussière dansait dans la lumière qui traversait les tuiles cassées, des cartons empilés, une odeur de moisi et de passé oublié. Elle a ouvert la boîte de chaussures à talons que Martine n'avait jamais portée. À l'intérieur, une enveloppe Kraft. Elle l'a tirée. Un extrait de naissance. Son nom. Mère, Élisabeth Lefebvre. Pas Martine, Élisabeth. Son cœur s'est emballé. Et qui est Élisabeth? Elle a dévalé l'escalier en courant, le papier froissé dans sa main moite. « Tante Martine, j'ai trouvé ça. Explique-moi. » Martine cousait dans le salon. La machine s'est arrêtée. Elle a regardé le papier. Son visage a perdu ses couleurs. « Où as-tu trouvé ça? »« Au grenier. »« Qui est Élisabeth Lefebvre? » Une tante éloignée, une erreur de l'ancienne mairie. J'ai fait corriger ça il y a longtemps. Un mensonge rapide, trop rapide. Alice a froncé les sourcils mais n'a pas insisté. Pas encore. Tu es sûr? Absolument. Jette ça, mon amour. Les vieux papiers ne font qu'embrouiller. Martine s'est enfermée dans sa chambre le soir. Le cœur battant mais pas en panique. C'est mauvais, mais je peux régler ça. Une anxiété modérée montant dans la gorge. Pensée pratique, je dois mieux cacher, je dois parler à Françoise, je dois tout brûler au grenier. J'ai traversé pire, j'ai enterré un mari, élevé une enfant seule, survécu à la faim. Un vieux certificat ne va pas m'abattre. Elle a appelé Françoise. Alice a trouvé un papier. Silence à l'autre bout du fil. Quel papier? Du registre original.
avant l'adoption. Et maintenant, ça va passer. J'ai dit que c'était une erreur. Elle m'a cru. Françoise a pris une grande inspiration. Tu es sûr? C'est ma fille. Elle me fait confiance. Elle m'a toujours fait confiance. D'accord. Mais brûle tout ce qu'il y a au grenier. Je vais le faire. L'atmosphère semblait contrôlable. Encore. Martine est montée au grenier le lendemain, un sac poubelle noir à la main. Elle a commencé à jeter les vieux papiers dedans. Lettres, photos, documents. On aurait dit qu'elle allait réussir à effacer les traces. Signe positif. Alice n'a plus mentionné le sujet au petit déjeuner. Elle a souri normalement, a embrassé Martine sur le front avant de partir travailler. Tout revenait à la normale, ou du moins, cela y ressemblait. 3 jours plus tard, Martine a confronté Françoise dans la cuisine. Porte fermée. Tu es sûr qu'il n'y a plus rien de caché chez toi? Sûr. J'ai tout brûlé ce que j'avais ici il y a des années. Parce que si Alice trouve autre chose, elle ne trouvera pas. Détends-toi. Le certificat était au grenier. Je jurais l'avoir brûlé. Les erreurs arrivent, mais maintenant c'est fini. Martine a servi le café, la main ferme sur la tasse. Enterre ça avec moi. N'en parle plus jamais. Françoise a juré. Jamais. J'ai réussi. Tout ira bien. Martine s'est répété cela comme un mantra toute la semaine. Pendant un moment, j'ai cru que je perdrais tout. Mais maintenant que j'ai caché les traces, nous pouvons revenir à la normalité. Un soulagement palpable remplissant sa poitrine. Une gratitude silencieuse. Merci que le problème n'ait pas été plus grave. Alice aurait pu trouver les lettres d'Elisabeth. Elle aurait pu trouver le reçu de l'argent. Mais elle n'a trouvé qu'un papier. Juste un papier. Le problème semblait résolu. Martine et Alice ont repris leur routine. Dîners ensemble, conversations sur son travail à l'école, rire devant le feuilleton télévisé. Les personnages se sont détendus. Des étreintes réconfortantes. Je t'aime, maman. Je t'aime plus, ma fille. Projet repris. Alice a parlé de faire un master. Martine a promis d'aider à payer. Heureusement que ce n'était que ça. Françoise a embrassé Martine à la messe du dimanche. La peur est passée? Passée. Dieu merci. Projet repris. Elles ont réservé un voyage à la mer en décembre, toutes les 3. Une configuration cruciale en cours. Toutes baissaient la garde, souriaient à nouveau. Dormaient sans cauchemar. 2 semaines de paix. Martine cousant des uniformes. Alice corrigeant des copies sur la table de la cuisine. Lumière douce de l'après-midi. Maman, après cette frayeur avec le papier, j'ai beaucoup réfléchi. Martine s'est figée. À quoi? À la chance que j'ai de t'avoir. Combien d'enfants abandonnés restent dans des orphelinats pour toujours? Moi, je t'ai eu. Martine a failli pleurer. Tu m'as donné un but, Alice. Et toi, tu m'as tout donné. Longue étreinte. Détails sensoriels positifs inondant la scène. Odeur de café, chaleur de l'étreinte, sécurité. Françoise a rendu visite le dimanche suivant. Elle a apporté un gâteau au yaourt. Comment vont mes filles préférées? Conversation tranquille sur la terrasse. Remerciements mutuels. Merci d'être là quand je panique, Françoise. Toujours, ma sœur. La famille sert à ça. Des liens apparemment renforcés par le fait d'avoir survécu à la peur. Françoise semblait particulièrement serviable, aidant à faire la vaisselle sans qu'on le lui demande. Alice s'est assise à côté de Martine le soir. « Maman, je peux te dire quelque chose. » « Bien sûr. Quand j'ai trouvé ce papier, j'ai eu peur. Peur de découvrir que tu n'étais pas ma vraie mère. » Martine a dégluti difficilement. « Et ? » Mais ensuite, j'ai réalisé, le papier ne compte pas. Le sang ne compte pas. Celle qui se réveille à l'aube quand j'ai de la fièvre, c'est toi. Celle qui a payé mes études, c'est toi. Tu es ma mère. Tu l'as toujours été. Ironie tragique. Cette ouverture, cette confiance renouvelée rendrait le coup futur encore plus dévastateur. Martine a pris une décision importante cette semaine-là.
Basée sur cette fausse sécurité, elle a prévu une grande réunion de famille. Je vais annoncer que je partage mon héritage entre vous deux, Alice et Françoise, moitié chacune. Un investissement émotionnel énorme, un engagement public. Elle a fixé ça au samedi suivant. Elle a invité toute la famille, cousins, neveux, beaux-frères. Maintenant que tout est résolu, nous pouvons enfin célébrer notre véritable union. Samedi est arrivé, la maison pleine de monde, table dressée dans le jardin, barbecue allumé, enfants qui courent, musique forte, Martine au centre, reine de son royaume, Alice à côté, souriante, Françoise servant des sodas, Nicolas aidant à retourner la viande. Personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Martine a frappé sur son verre. Silence. Famille, merci d'être venus. Je veux annoncer quelque chose d'important. Tous ont regardé. J'ai décidé de partager mon héritage. La maison, les économies, tout. Moitié pour Alice, moitié pour Françoise. Applaudissements. Alice a serré Martine dans ses bras. « Maman, tu n'as pas besoin. »« Si, j'en ai besoin. Vous êtes ma vie. » C'est alors que Nicolas s'est approché. Une enveloppe à la main, plus grande que la première. « Tante Martine, désolée d'interrompre, mais j'ai trouvé d'autres choses dans le grenier de mamie. Avant que tu n'annonces l'héritage, je pense qu'Alice doit voir ça. » Le sourire de Martine s'est figé. « Nicolas, pas maintenant. »« Si, maintenant. » Il a tendu l'enveloppe à Alice devant tout le monde. 20 personnes regardaient. Alice a ouvert. Ce n'était pas un certificat, c'était 10 lettres, manuscrites, signées Elisabeth. Elle a lu la première à haute voix, les mains tremblantes. « Ma chère sœur Martine, merci d'accepter de t'occuper du bébé que je n'arrive pas à aimer. J'envoie le premier paiement comme convenu, 500 € par mois jusqu'à ses 18 ans. Comme ça, personne n'a besoin de savoir que j'ai abandonné ma fille. » Le barbecue s'est arrêté. Les enfants se sont arrêtés. La musique continuait, mais personne ne l'entendait. Alice a lu plus fort. Deuxième lettre. « Martine, j'ai augmenté le paiement à 1000 €. Mon entreprise grandit. Mais s'il te plaît, ne lui parle jamais de moi, je ne veux pas la connaître. Jamais. » Un choc physique a frappé Martine. Paralysie. Jambes qui flanchent. Vision trouble sur les bords. Un déni total jaillissant de la gorge. « Non, non, non. Ces lettres sont fausses. »« Nicolas, où as-tu trouvé ça ?»« Au même endroit que le certificat. Tu n'as pas tout brûlé, tante. » Révolte de l'estomac. Un goût amer qui remonte. Flashback rapide. Le bonheur d'il y a quelques minutes annonçant l'héritage, se sentant en sécurité. Contraste brutal avec la terreur présente. Alice a continué de lire, la voix brisée. Troisième lettre. « Martine, la petite a eu 5 ans. J'envoie un bonus d'anniversaire. 10 000 €. J'espère que c'est suffisant pour que tu oublies que je suis la mère biologique. » Des larmes coulant sur son visage. Quatrième lettre. « J'ai su qu'elle avait posé des questions sur moi. S'il te plaît, mens. Dis que je suis morte. Dis n'importe quoi, mais ne dis pas la vérité. » Martine a réalisé. Le premier certificat était un présage. Nicolas ne l'a pas trouvé par hasard. Il cherchait. La culpabilité de s'être relâché la déchirait de l'intérieur. J'aurais dû brûler tout le grenier. J'aurais dû détruire la maison de ma mère quand elle est morte. Désespoir en réalisant l'ampleur. Toute la famille écoutait. Tous découvraient en même temps. 25 ans de mensonges explosant en 5 minutes. Pensée fragmentée, comment expliquer? Comment Alice va-t-elle me regarder maintenant? Quelle mère vend sa fille? Quelle mère accepte un paiement mensuel? J'ai perdu ma petite fille, j'ai tout perdu. Alice a arrêté de lire. Elle a regardé Martine, des larmes coulaient, voix froide comme la glace, un ton qui confirmait le pire cauchemar de Martine. « Tu as vendu mon éducation? Tu recevais un salaire mensuel pour m'élever? J'étais une affaire pour toi, » révélait l'étendue de la blessure. « Et ma mère biologique, où est-elle? Qui est Elisabeth Lefebvre ?» 20 personnes en état de choc total. Personne ne savait quoi dire. Silence lourd comme du plomb. Regard d'horreur venant des cousins. Regard de pitié venant des voisines.
regard de jugement venant des beaux-frères. Certains ont commencé à pleurer doucement, d'autres se sont figés, un verre à la main. Les enfants, sentant l'ambiance, ont arrêté de jouer. Françoise a fait un pas en avant, une véritable alliée jusqu'au bout, l'horreur et l'élan d'aider sur le visage. Alice, écoute, Martine a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle t'a aimé, elle t'aime. L'argent ne signifie pas que... Tais-toi, Françoise, tu savais. Françoise a baissé les yeux. Je savais. Vous saviez toutes. Vous avez toutes menti. Nicolas a reculé. Faux allié révélant son vrai visage, pas par méchanceté, mais par une justice déformée. La vérité devait sortir, tante Alice. Les secrets tuent les familles. J'ai fait ce qu'il fallait. Certains ont approuvé de la tête, d'autres ont secoué la tête en désaccord. Les voisines neutres ont commencé à partir, gênées. Désolé, Martine, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille. La famille se fragmentant en temps réel. Certains se sont mis du côté de Martine. Élever un enfant coûte de l'argent. Elle avait le droit d'accepter de l'aide. D'autres du côté d'Alice. Mais cacher la mère biologique, c'est de la cruauté. Conséquences immédiates et sévères tombant comme des dominos. Alice a jeté les lettres par terre. Je ne suis plus ta fille. Je ne l'ai jamais été, en fait. J'étais ton gagne-pain. Elle est sortie de la maison en criant, claquant le portail. Voiture qui accélère, pneus crissant sur l'asphalte. Martine a perdu Alice immédiatement. Elle a perdu sa position de matriarche respectée. Les voisins chuchotant, quelle honte, quel scandale. Elle a perdu sa réputation. Les potins commençant là même, les téléphones sortant des poches. Elle a perdu l'avenir prévu. Héritage divisé impossible maintenant, la célébration se transformant en veillée funèbre. Tout ce qu'elle avait construit menacé ou détruit en 15 minutes. Martine est tombée assise sur la chaise, visage dans les mains, sanglots secs. La famille vidant la maison en silence. Nicolas a été le dernier à partir. Il a regardé en arrière, sans remords, juste la certitude qu'il avait fait justice. Mais ce que Martine ne savait pas, c'est que la destruction ne faisait que commencer. Parce que le secret sur qui était vraiment Élisabeth Lefebvre allait tout changer. Et dans les semaines suivantes, des vérités enterrées depuis 25 ans allaient refaire surface, l'une après l'autre, chacune plus douloureuse que la précédente. Racontez-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je lis tout et je tiens à répondre avec tendresse à ceux qui prennent un petit moment pour commenter. Les premières 48 heures furent les pires. Martine enfermée chez elle, rideau tiré. Alice l'a bloquée partout. Téléphone, WhatsApp, réseaux sociaux. Les voisins chuchotant de l'autre côté du mur, essayant de traiter seule l'ampleur de la destruction. Action pratique tentée. Elle a appelé Alice depuis le téléphone fixe 20 fois, toutes ignorées. Elle a envoyé une lettre par la poste, revenue avec le tampon. Destinataire a refusé. État émotionnel fragmenté, elle se réveillait en pleurant, s'endormait en pleurant, mangeait sans sentir le goût. Il y a 25 ans, Martine était dans la même chambre, même lit, même désespoir. La sœur aînée, Élisabeth, était arrivée enceinte de 7 mois, ventre énorme, yeux vides. Enlève-moi ça, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir. Accouchement à la maison, sage-femme improvisée, cris étouffés. Le bébé est né violet, pleurant faiblement. Élisabeth a tourné la tête. Fais-la disparaître. Martine a pris l'enfant dans ses bras, si petite, si innocente. Des années plus tôt, quand Élisabeth a rejeté Alice bébé, Martine a ressenti exactement cela. La douleur de voir un innocent puni pour un péché qu'il n'a pas commis. Parallélisme cruel. Maintenant, Alice la rejetait de la même manière. Abandon générationnel qui se répète. Retour au présent. Martine, regardant la photo d'Alice bébé dans le vaisselier, c'est en train de se reproduire. Ma petite me rejette comme Élisabeth l'a rejetée, la peur grandissant dans la poitrine. Et si l'histoire se répétait complètement? Et si Alice transmettait cela à ses propres enfants un jour? Cycle interminable de rejet. Détermination naissant du souvenir. Je ne l'abandonnerai pas. Pas encore. Même si elle me déteste pour le restant de ses jours,
Je n'abandonnerai pas. Martine s'est rendue chez Françoise un jeudi matin. Moment de vulnérabilité. Elle a pleuré au portail avant de frapper. A essuyé son visage du revers de la main. A frappé. Françoise a ouvert, les yeux écarquillés. Rentre vite avant que les voisins ne voient. Elles sont entrées. Cuisine, sentant l'ail revenu. Martine s'est assise, les jambes flageolantes. J'ai besoin de toi. Je sais. Mais Françoise affrontait son propre dilemme. Son mari, Bernard, entrant dans la cuisine, visage fermé. Françoise, on a déjà parlé de ça. Pas devant elle, Bernard. Devant elle, si. Martine, tu dois comprendre, mon nom aussi est traîné dans la boue. Mes collègues au bureau demandent si je savais, si j'étais complice. Il a montré son téléphone. Le groupe de la copropriété explosant de potins. Tu vas te brûler avec elle, Françoise. Choisis, moi ou elle. Pression visible. Françoise était aussi touchée. Perdant des amis à la gym, perdant des clientes au salon. Peur contre loyauté conflictuelle dans les yeux. Martine et Françoise sont restées seules quand Bernard est sorti en claquant la porte. Même cuisine où elles avaient pris le café 1000 fois. Contraste cruel. Avant, c'était un refuge. Maintenant, c'était un tribunal. Il a raison, a demandé Martine. Je ne sais pas. Tu vas m'abandonner aussi. Françoise a tenu la main de Martine. Je ne veux pas. Mais c'est mon mari. Et moi, je suis ta sœur. C'est exactement pour ça que ça fait mal. Tu m'as mise dans cette position. Tu m'as rendu complice. Tu as accepté de l'être. Silence lourd. Françoise a révélé son propre problème. J'ai perdu 3 clientes cette semaine. Toutes ont annulé leur manucure. L'une m'a dit en face, « Je ne veux pas être servie par une menteuse. » Martine a senti la culpabilité l'écraser. J'ai détruit ta vie aussi. Ce n'était pas que toi. J'ai choisi d'aider. Mais maintenant, je dois choisir de survivre. Martine s'est ouverte complètement. Vulnérabilité extrême déchirant sa gorge. Je ne l'ai jamais raconté à personne, mais Elisabeth m'a offert de l'argent à l'hôpital même. 50 000 € en valeur actuelle pour que je disparaisse avec le bébé et ne revienne jamais. J'ai accepté. J'ai acheté notre maison avec l'argent du sang. La maison où tu as vécu, où nous avons élevé Alice, a été payée par le rejet. Voix brisée. Ma fille a été élevée dans un foyer construit sur l'abandon. J'ai transformé de l'argent sale en un toit. Ce n'est pas un crime, c'est un péché. Françoise a offert une perspective, mais d'une voix sans certitude. Tu as transformé l'argent en amour. Le péché aurait été de prendre l'argent et de l'abandonner dans un orphelinat. Tu es resté, tu as élevé, tu as aimé. Mais j'ai caché. Tu as caché pour protéger ou pour me protéger de la honte? Questions sans réponse planant entre elles. La perspective de Nicolas était différente. Il était dans son petit appartement, discutant avec Alice qui est apparue à la porte. Comment il voyait la situation? Une famille ne peut pas se construire sur des mensonges. Les structures pourries s'effondrent, mieux vaut les abattre tout de suite. Logique interne déformée, mais cohérente dans sa tête. Pour Nicolas, exposer Martine était justifié parce que le mensonge blesse plus que la vérité à long terme. Les enfants méritent de savoir d'où ils viennent. Motivation authentique cachée. Nicolas a été élevé sans connaître l'identité de son propre père. Mère célibataire qui n'a jamais dit qui était l'homme. Nicolas a cherché à 20 ans, a trouvé, a été rejeté. Je ne suis pas ton père. Ta mère a inventé ça. Traumatisme profond. Moment d'humanité le déchirant. Peur qu'Alice souffre autant ou pire si la vérité ne sortait jamais. Insécurité personnelle projetée sur la cousine. Je l'ai fait pour toi, Alice, pour que tu ne vives pas 30 ans dans le mensonge comme moi j'ai vécu 20 ans. Alice l'a regardé avec colère. Tu ne l'as pas fait pour moi, tu l'as fait pour ta conscience, pour te sentir justicier. Nicolas a baissé la tête. Peut-être, mais le résultat est le même. Maintenant tu sais. Martine a découvert cette histoire via Françoise des jours plus tard.
L'histoire de Nicolas, lui aussi a été l'enfant du secret, a cherché son père, a été rejeté, ne s'en est jamais remis. Confronté à sa propre erreur sous un nouveau jour, j'ai fait à Alice ce qu'ils ont fait à Nicolas. J'ai gardé l'identité, j'ai causé le même type de blessure. Conflit interne explosant. Peut avoir de l'empathie pour le motif de Nicolas, mais n'excuse pas la méthode brutale. Comprendre n'est pas pardonner. Il aurait pu venir me voir en privé, discuter, me donner une chance de révéler moi-même. Le voisinage a explosé. Groupe WhatsApp de la paroisse avec 120 messages en un jour. Les potins se propageant vite comme un feu de broussailles. Martine a trompé sa nièce, 25 ans. Elle a reçu un salaire mensuel. Elle a vendu sa maternité. Mais elle l'a élevée avec amour, ça ne compte pas. Opinion divisée déchirant la communauté. Certains défendaient « l'amour vrai importe plus que le sang ». D'autres condamnaient « le mensonge sur l'origine est un abus psychologique », chambre d'écho amplifiant les jugements. Personne au milieu. Pendant ce temps, Martine seule chez elle le soir. Impact psychologique du jugement public écrasant. Elle n'arrivait pas à manger. La nourriture devenait cendre dans la bouche. Elle n'arrivait pas à dormir. Insomnie brutale, yeux brûlants de fatigue. Elle n'arrivait pas à fonctionner, à laisser la machine à coudre à l'arrêt, à rater le délai de livraison. Les objets autour qui apportaient du réconfort se moquaient maintenant cruellement. Le berceau gardé dans la chambre accusait, les photos au mur mentaient, les cadeaux de la fête des mères sont devenus des preuves de fraude. Chaque objet était un coup de poignard répété. Les rencontres dans la rue sont devenues une torture publique. Supermarché, les caissières chuchotant quand elles passaient, regards en coin. Marché, les vendeuses évitant le contact visuel, service froid. Portail de l'église. Le groupe se taisait quand elles s'approchaient. Conversation mourante. Scène spécifique d'humiliation coupante survenue dans la file de la banque. Une ancienne amie a traversé la rue pour ne pas saluer. Un enfant innocent a demandé trop fort « Maman, pourquoi tante Martine a trompé sa fille ?» La mère de l'enfant l'a tiré par le bras. « Ne lui parle pas, regard de dégoût. » Martine, craquant chez elle ce soir-là, a senti le poids du jugement collectif écraser ses épaules, sa colonne, son âme. A envisagé d'arrêter de se battre pour Alice. Ce serait plus facile de disparaître, changer de ville, recommencer là où personne ne connaît l'histoire. À regarder la photo d'un moment heureux, elle étreignant Alice bébé sur la terrasse il y a 25 ans. Comment tout a changé si vite? Comment l'amour inconditionnel devient haine absolue en quelques semaines? Mystère cruel de la nature humaine. Nouvel obstacle imprévu, arrivé par lettre recommandée. Alice entamant une procédure judiciaire pour annuler l'adoption et retirer le nom de famille Lefebvre. Elle voulait redevenir Alice sans nom ou en inventer un nouveau, lié directement à la conséquence de l'exposition publique qui a généré la honte du nom de famille. Retirer l'option que Martine avait. Elle ne pouvait plus utiliser le lien légal comme pont pour la réconciliation. Le papier ne signifiait plus rien maintenant. Deuxième problème apparu simultanément. Élisabeth, la sœur aînée, mère biologique, a découvert que le secret avait été exposé. Elle a appelé en numéro masqué, voix tremblante de rage. « Martine, tu avais promis que personne ne saurait jamais. Maintenant, ma réputation est détruite. Des clients m'appellent, demandant si c'est vrai que j'ai abandonné une fille. Je vais te poursuivre pour rupture de contrat. » Quel contrat? Verbal. Je t'ai payé pour te taire. Je n'ai rien dit. C'est Nicolas qui a trouvé les lettres. Tu as gardé les lettres, ta responsabilité. Connecté au premier problème, mais sous un angle différent. Martine devant se battre sur plusieurs fronts. Alice poursuivant d'un côté, Élisabeth menaçant de l'autre. Oppression dans la poitrine, sans air, sans issue. Dilemme moral authentique déchirant Martine en deux. Choix impossible entre deux valeurs absolues. Option A, révéler publiquement qu'Élisabeth est la mère biologique. Sauver la relation avec Alice en montrant qu'elle a protégé son secret douloureux. Raconter le viol qui a généré la grossesse. Mais perdre Élisabeth définitivement et détruire la réputation de sa sœur sur le marché du travail. Option B, garder le secret d'Élisabeth, sauver sa sœur de la honte publique, honorer l'accord original.
mais perdre toute chance avec Alice qui continuerait à penser que Martine a agi par cupidité. Les deux importantes, sœurs de sang contre filles de cœur. Les deux avec un coût trop élevé. Il n'y avait pas de bonne réponse. Il n'y avait pas de troisième voie. Martine a essayé de trouver une troisième option pendant toute la semaine. Tentative désespérée. Convaincre Elisabeth de se révéler volontairement à Alice en offrant un soutien émotionnel total. Je viens avec toi, on explique ensemble, le viol, le traumatisme. Alice comprendra, a confronté Elisabeth personnellement dans son bureau. A échoué car la situation était vraiment impossible. Elisabeth a refusé brutalement, frappant sur la table. Je préfère que tu sois détesté pour toujours plutôt que mon nom soit sali. J'ai construit un empire, j'ai des employés, des investisseurs, une réputation. Toi, tu n'as rien à perdre. Pire les deux situations en essayant, Elisabeth a maintenant coupé les ponts avec Martine aussi. Ne m'appelle plus, ne viens pas ici. Pour moi, tu es morte. Désespoir en réalisant, elle ne peut pas gagner complètement. Elle ne peut pas sauver tout le monde. Elle devra choisir qui perdre. Alice ou Elisabeth, fille ou sœur, passé ou futur. La révélation finale est venue par une lettre que Françoise a apportée, maintes rementie. J'ai trouvé ça en nettoyant les affaires de notre mère. Vieille enveloppe. Martine a ouvert. Découverte choquante, déchirant le sol sous ses pieds. Françoise savait aussi tout depuis le début. Ce n'était pas une complice innocente entraînée par sa sœur. C'était une complice active, planificatrice. La lettre prouvait. Françoise a aidé Elisabeth à disparaître après l'accouchement, a falsifié des documents à la mairie en utilisant un contact, a menti à toute la famille, aux enterrements et au mariage. Tout ce que Martine croyait sur l'innocence de Françoise était un mensonge. Parce que Françoise avait ses propres motifs financiers. Elle recevait aussi une mensualité d'Elisabeth. 500 € par mois pendant 25 ans. 150 000 € au total. Flashback d'il y a 24 ans sous un nouveau jour. Scène que Martine n'a pas vue. Françoise et Elisabeth en conversation secrète dans un café. Françoise, je garde le secret et j'aide Martine à le garder aussi. Mais tu me paies tous les mois. Elisabeth, combien? 500. Marché conclu. Poignée de main. Commerce de silence scellé. Les pièces s'assemblant avec une nausée croissante pour Martine. Même l'alliée la plus proche, la sœur la plus chère, la seule personne en qui elle avait totalement confiance, l'a trahie pour de l'argent pendant des décennies. Implication dévastatrice de cette révélation supprime le dernier espoir que Martine avait. L'allié véritable n'existait pas. Rend tout pire. Maintenant, elle était complètement seule au monde. Françoise n'était pas une alliée, c'était une autre antagoniste déguisée. Plus compliqué encore, si Alice découvre ça, elle détestera toute la famille, pas seulement Martine. Elle coupera les ponts avec toutes, arbre généalogique entier empoisonné. Mais malgré la révélation douloureuse sur Françoise, cela offrait une voie possible. Espoir authentique, mais compliqué. Martine pouvait utiliser cette information comme une arme. Exposer Françoise et Elisabeth simultanément. Montrer à Alice qu'elle n'était qu'une pièce dans un système corrompu plus vaste. Ce n'était pas que moi, c'était 3 sœurs. Je t'ai élevée, mais Françoise a caché la vérité pour de l'argent, et Elisabeth a payé tout le monde. Le chemin demande un sacrifice immense. Détruire ses sœurs biologiquement, faire exploser le noyau familial entier, brûler les ponts définitivement. Martine a vu la possibilité en tremblant. Elle a tenu la lettre dans sa main. Pour sauver ma fille, je vais devoir détruire mes sœurs. Pour nettoyer mon nom, je vais devoir salir le leur. Graine plantée pour la décision finale. Sacrifier la famille de sang pour récupérer la famille de cœur. Mais Martine ne savait pas que la vérité sur Elisabeth était sur le point de détruire même ce dernier espoir. Et en 24 heures, quand Alice mettrait le haut-parleur du téléphone pendant la discussion finale dans le salon, tout s'effondrerait, d'une manière que ni Martine ni Elisabeth ne pouvaient prévoir. Si cette histoire vous remue, vous n'êtes pas seul.
Laissez votre ville en commentaire et voyez combien de femmes de votre région sont aussi ici, se renforçant les unes les autres. Nicolas est apparu à la porte de Martine un mardi pluvieux, contre toute attente, yeux rouges, excuses dans la gorge. « Tante, j'ai exagéré, je dois réparer ça. » Martine a ouvert la porte, méfiante. « Comment ? Je vais t'aider, j'ai des informations. » Il a offert un papier plié, adresse mise à jour d'Elisabeth, copie de relevé bancaire prouvant que Françoise a aussi reçu de l'argent pendant des années. Authentiquement positif, pas un piège. Repentir réel affiché sur le jeune visage. Martine a respiré pour la première fois en 3 semaines, l'oxygène entrant profondément dans les poumons, larmes de soulagement coulant chaudes. Peut-être qu'il est encore possible de réparer une partie de ça. Corps relâchant la tension accumulée, épaules voûtées se redressant, mâchoire se déverrouillant. Petit sourire mais réel naissant au coin de la bouche, en rangeant le papier dans la poche de sa jupe. Étreinte réconfortante se produisant là sur le seuil. Nicolas l'a serré fort. « Je savais que tu réussirais à me faire comprendre, tante. Tu as toujours été la plus forte de nous tous. » Martine, faisant un plan basé sur cette nouvelle information les jours suivants. Elle allait confronter Elisabeth et Françoise ensemble dans une pièce, forcer des aveux enregistrés en vidéo, montrés à Alice ensuite, conversation animée au téléphone avec une avocate qu'elle connaissait de l'église. « Madame Martine, avec ces preuves, vous pouvez renverser la situation. Les procédures d'annulation peuvent être contestées. » Détails pratiques, organisés dans un cahier, à fixer la rencontre au samedi suivant chez elle. Horaire 15 heures, inviterait Elisabeth sous un faux prétexte, Françoise serait déjà là. Ton de voix, déterminé mais plein d'espoir. Lumière au bout du tunnel enfin visible. Moment de bonheur prudent prenant le dessus. Ce n'était pas de la naïveté car Martine savait que ce serait difficile, mais le bonheur était réel et palpable. Je ne veux pas trop m'emballer, mais pour la première fois en plusieurs semaines, j'arrive à imaginer un avenir, s'autorisant à visualiser la victoire. Alice, regardant la vidéo des aveux, larmes coulant, comprenant enfin, demandant pardon, la serrant dans ses bras. Mentionner l'avenir à nouveau à voix haute à Nicolas. Quand Alice reviendra, je ferai ce gâteau au chocolat avec le glaçage qu'elle aime depuis qu'elle est petite. Samedi est arrivé. Le plan a commencé à fonctionner mieux que prévu. Martine a réussi à réunir Elisabeth et Françoise dans la même pièce en utilisant des excuses séparées. Elisabeth est venue parce que Martine a dit qu'elle allait signer la renonciation à tout héritage futur. Françoise est venue parce que Martine a demandé un soutien émotionnel. Première étape réussie. Les deux assises sur le canapé du salon quand elles ont réalisé le piège. Martine debout, portable à la main en train d'enregistrer. Personne ne sort tant qu'on n'a pas dit la vérité. Elisabeth et Françoise ont reculé physiquement quand elles ont vu les relevés bancaires éparpillés sur la table. Nicolas et l'avocate comme témoins au fond. Martine assumant le contrôle du récit pour la première fois depuis des semaines. Elisabeth a craqué la première. Validation externe commençant. D'accord, j'ai payé. J'ai payé pour que tu élèves ma fille parce que je n'arrivais pas à la regarder. Excuse affluent. J'aurais dû suivre une thérapie. J'aurais dû affronter le traumatisme. Mais j'ai choisi de fuir. Françoise résistait encore, mais nervosité visible. Mains moites, yeux fuyants. L'avocate, avant neutre devenant alliée, « Madame Martine, vous avez un dossier solide ici. » Ces aveux changent tout, et sensation que le vent tourne en faveur de Martine après des semaines de noyade. Pour la première fois, Martine a cru sincèrement qu'elle allait gagner. Non seulement récupérer Alice, mais aussi nettoyer son nom publiquement. Conversation mentale sur ce qu'elle ferait après que tout ça soit fini. Je vais demander Alice en mariage symbolique, renouveler les vœux maternels, cette fois sans mensonge. Projet futur mentionné à voix haute à l'avocate. Quand cette vidéo arrivera entre les mains d'Alice, elle comprendra que j'ai été victime aussi. Victime d'un système familial malade. Reconnexion avec le rêve original. Famille unie, mais maintenant construite sur la vérité et la transparence.
Quand ce sera fini, je serai sa mère officiellement dans l'âme, sans papier mensonger. A appelé une vieille amie de l'église, c'est presque fini. Bientôt je pourrai revenir la tête haute. La mise en place de la destruction se produisant sans que Martine le sache. Nicolas, pensant qu'il aidait encore plus, a envoyé un message à Alice. « Cousine, viens chez tante Martine maintenant. Tu vas entendre la vérité finale. Toutes les pièces vont s'assembler. » Alice, qui passait des semaines à éviter tout ce qui touchait à la famille, a décidé d'y aller armée émotionnellement, prête pour la confrontation finale, prête à couper les ponts définitivement. Alice, arrivant en Uber, montant l'escalier, entendant des voix exaltées à travers la fenêtre entr'ouverte, le public ne le sait pas encore. Alice debout à la porte pendant que Martine enregistre les aveux. Dernière scène d'espoir. Martine souriant à la caméra du portable, enregistrant Elisabeth disant « Je n'ai jamais voulu de ce bébé, c'était mon erreur, pas la tienne », baissant ses défenses émotionnelles parce qu'elle pensait avoir déjà gagné. « Maintenant j'ai la preuve pour ma fille, elle va me pardonner ». Alice a ouvert la porte du salon au pire moment possible, est entrée au milieu de l'enregistrement, a entendu seulement une phrase hors contexte, a entendu Elisabeth dire « Je n'ai jamais voulu de ce bébé », mais n'a pas entendu l'aveu complet sur l'origine de la grossesse, n'a pas entendu l'explication sur le traumatisme, n'a pas entendu Elisabeth admettre être la mère biologique. Alice a interprété cela comme Martine forçant de faux aveux, contraignant des sœurs âgées sous la menace. Pire encore, Alice, préparée à la guerre, a mis le haut-parleur pour son avocat, celui qu'elle a engagé pour la procédure d'annulation. Voix masculine sortant du portable. « Mademoiselle Alice, si nous parvenons à prouver la coercition de témoins, l'adoption peut être annulée et Madame Martine peut répondre pénalement pour extorsion. » L'avocat ne connaissait pas le contexte. Alice ne savait pas qu'elle sabotait la seule chance de réconciliation. C'est arrivé soudainement et violemment. Retournement brutal, pire que tout jusqu'à présent parce que l'espoir était si haut, si proche de la victoire. En une seconde, le salut est devenu condamnation pénale. Martine s'est figée, portable tombant de la main. Elisabeth et Françoise ont profité de la confusion pour fuir par la porte de derrière. Nicolas a essayé d'expliquer, mais Alice n'a pas écouté. A juste crié « Tu enregistres des aveux forcés maintenant ? Tu es devenue une vraie criminelle ?» Pire effondrement jusqu'à présent. Ce n'était plus seulement de la peur ou de la colère en Martine, c'était un abandon total et complet. Reddition. Martine est tombée littéralement, genoux ont cédé, corps a frappé le coin de la table, douleur physique s'ajoutant à l'émotionnel. Pleurs incontrôlables venant de l'estomac, sanglots déchirant la gorge. Je n'en peux plus, je ne peux plus faire ça. A fermé les yeux souhaitant disparaître physiquement. Ne pensait pas au suicide, mais pensait à fuir pour toujours. Je veux disparaître, aller dans un endroit où personne ne me connaît, laisser Alice tranquille enfin. Main tremblant tellement qu'elle ne parvenait à rien tenir. Même Nicolas, allié le plus fidèle à ce stade, n'a pas réussi à l'atteindre. Martine l'a repoussé avec une force surprenante. « Sors, c'est toi qui l'as appelé. Tu as tout détruit à nouveau. » Alice est sortie en claquant la porte avec fracas. Elisabeth et Françoise avaient déjà fui. La protagoniste s'est fermée complètement, s'est traînée dans sa chambre, a verrouillé la porte de l'intérieur, seule physiquement et émotionnellement pour la première fois de sa vie. A refusé l'aide, a refusé de parler. L'avocate a frappé à la porte une demi-heure. Martine n'a pas répondu. Nicolas a supplié de l'extérieur. Rien. Scène d'elle seule dans l'obscurité littérale. A éteint la lumière, fermé les rideaux, s'est couché sur le sol froid du carrelage, a serré ses propres genoux en position fétale. Martine seule dans le noir pendant des heures. Reconnaissance brutale et honnête, naissant du silence. J'ai causé une partie de ça. Pas le mensonge initial, car celui-là était pour protéger un bébé innocent. Mais la façon dont j'ai porté le mensonge, avec honte, avec peur, comme un fardeau lourd. J'ai passé 25 ans à agir comme coupable d'un crime, alors Alice me traite comme une criminelle. Aveu d'erreur de jugement.
Si j'avais raconté à Alice, à 18 ans, avec amour et préparation, au lieu de la laisser découvrir dans un scandale à 25 ans. À pleurer pour Alice, là sur le sol. Ma fille méritait une vérité douce, livrée avec tendresse. Pas un traumatisme public, servi avec trahison. N'excusez pas Élisabeth ni Françoise, mais acceptez sa propre imperfection dans la méthode de protection choisie. La mère de Martine, déjà décédée il y a 10 ans, est apparue en rêve cette nuit-là. Souvenir ou hallucination d'épuisement. Ne donnait pas de réponse magique, mais offrait une perspective. Voix douce résonnant. Ma fille, tu poses la mauvaise question. Ce n'est pas comment faire pour qu'Alice me pardonne, c'est comment aider Alice à guérir, même si elle ne me pardonne jamais. A offert une nouvelle façon de voir la situation. L'amour vrai n'exige pas de réciprocité pour être réel et valable. Une mère continue d'être mère, même quand l'enfant rejette. Martine s'est souvenue pourquoi elle a adopté Alice 25 ans plus tôt. Ce n'était pas pour elle-même, car elle était heureuse seule après avoir surmonté le deuil. C'était parce qu'un bébé innocent avait besoin de quelqu'un. Je peux renoncer à moi. Je peux renoncer à être appelée maman. Mais je ne peux pas renoncer à agir comme une mère, en la protégeant même de loin, même dans le silence. Reconnexion avec le véritable but maternel. La maternité n'est pas une possession, c'est un service. Décision sans retour prise là sur le sol froid à 4 heures du matin. Mais la décision n'était pas victorieuse, ne promettait pas de récupérer Alice. Elle était sacrificielle et douloureuse. Je vais faire ça, je vais raconter la vérité complète à Alice. Qui est Élisabeth? Qui est Françoise? Pourquoi j'ai caché? Combien j'ai reçu? Où j'ai dépensé chaque centime? Accepte un coup impossible, mais je sais que je vais perdre mes 2 sœurs pour toujours. Et probablement Alice aussi. Choisis entre des valeurs fondamentales, sauver sa conscience et donner l'autonomie à Alice de décider avec l'information complète contre perdre la famille biologique entière et la famille de cœur. Fais la paix avec la perte permanente. Un plan établi avec clarté, lettre manuscrite de 15 pages, expliquant tout sans rien omettre, à remettre via Nicolas, sans attendre de réponse. Et c'est alors que Martine a fait ce que personne n'attendait. Elle n'a pas essayé de tout regagner. Elle n'a pas essayé de se justifier ou de paraître victime. Elle a choisi de donner à Alice la vérité complète et nue, même en sachant que cette vérité l'enterrerait vivante dans la perception de tous. La confrontation finale était sur le point de commencer. Et cette fois, il n'y aurait pas de fin heureuse complète, juste une fin nécessaire et honnête. Martine s'est réveillée à 5 heures du matin, déterminée. Elle s'est assise à la table de la cuisine où elle avait pris le café avec Alice 1000 fois, stylo bleu à la main, le même qu'elle utilisait pour signer le bulletin scolaire. Papier jauni d'un vieux bloc qui appartenait à son mari, agite avec un but mais pas avec joie. Chaque mot coûterait quelque chose de précieux. Détermination mêlée à une tristesse profonde. Des larmes tachaient l'encre. Elle devait réécrire des passages entiers. La première page a commencé à 5h15. Confession sur Élisabeth étant la mère biologique. Écriture tremblante mais lisible. Alice, ta vraie mère s'appelle Élisabeth Lefebvre. C'est ma sœur aînée. Elle avait 32 ans quand elle est tombée enceinte. En écrivant le nom d'Élisabeth pour la première fois sur papier, Martine savait qu'elle perdait sa sœur pour toujours. La deuxième page fut plus difficile. Explication sur le viol qui a généré la grossesse. Détail douloureux, Élisabeth rentrant à la maison déchirée, saignant, hurlant. La troisième page a coûté 40 minutes. Révélation sur l'argent accepté, 50 000 comptants, 1000 par mois pendant 18 ans. Total, 266 000 € au fil des ans. Quatrième page, admettant où elle a dépensé chaque centime. Maison achetée, rénovation, études d'Alice, vêtements, nourriture, médicaments. J'ai transformé le rejet en foyer. J'ai transformé l'abandon en éducation. Je ne sais pas si cela m'absout ou me condamne davantage. La cinquième page a déchiré l'âme, aveu sur Françoise étant une complice payée. Ta tante Françoise, que tu aimes, a aussi reçu de l'argent. 500 par mois, elle savait tout et a choisi le silence lucratif.
En exposant Françoise, Martine a perdu la dernière alliée qui restait. La 6e page expliquait les décisions prises. J'ai caché parce que je pensais que te protéger de la douleur valait plus que te donner la vérité. J'avais tort. Le rythme était délibéré, pas frénétique. Martine s'arrêtait entre les pages, respirait profondément, regardait la photo d'Alice bébé sur le frigo, continuait. Poids de chaque décision évident dans la posture voûtée. Dos douloureux, mains tremblantes, cou tendu. Phrase moyenne, ni courte ni longue, ton élégiaque, lettre d'adieu. La 7e page apportait des excuses, non pas pour avoir adopté, mais pour la méthode utilisée. Mon amour était réel, mon mensonge aussi. L'amour ne justifie pas le mensonge. Je demande pardon non pas de t'avoir élevé, mais d'avoir caché celle qui t'a engendré. La 10e page a saigné. Elisabeth ne t'a pas voulu parce qu'elle n'arrivait pas à te regarder sans voir l'agresseur. Son traumatisme n'excuse pas l'abandon mais l'explique. Je ne t'ai pas raconté parce que je pensais que l'ignorance serait un bouclier. Je me suis trompé. L'ignorance était une prison. La 13e page a libéré. Tu es libre de me haïr pour le restant de ta vie. Je t'aimerai toujours pour le restant de la mienne. La maternité n'a pas besoin d'être réciproque pour être vraie. La dernière page fut une bénédiction finale. Sois heureuse loin de moi si tu en as besoin. Je serai là si un jour tu veux revenir, sans condition, sans réclamation. Nicolas lisait par-dessus son épaule, depuis la page 5, larmes silencieuses coulant. Certains moments, il applaudissait le courage mentalement. Elle fait ce qu'il faut, enfin. D'autres moments, il pleurait pour ce qu'elle perdait. Elle va détruire une famille de 3 générations. A essayé d'empêcher doucement à la page 10. Tante, tu n'as pas besoin de raconter pour tout l'argent. Raconte juste pour Elisabeth. Martine a secoué la tête. Il faut la vérité complète. Une demi-vérité est encore un demi-mensonge. Elisabeth a essayé d'empêcher la lettre d'arriver, a appelé 5 fois pendant l'écriture. Martine n'a pas répondu, a envoyé un message « Si tu remets cette lettre, je te poursuis pour diffamation ». Martine a répondu « Poursuis, la vérité n'est pas de la diffamation ». Elisabeth est apparue à la porte à 2 heures de l'après-midi, a frappé fort. « Martine, ouvre !» Martine a terminé la dernière ligne, a mis la lettre dans l'enveloppe, l'a cachetée, a ouvert la porte. Elisabeth est entrée furieuse. « Tu ne vas pas faire ça. » Je l'ai déjà fait. La confrontation a commencé là, dans le salon. Martine a remis l'enveloppe à Nicolas devant Elisabeth. « Apporte-la à Alice, aujourd'hui. » Nicolas l'a prise et sorti en courant avant qu'Elisabeth ne l'empêche. Elisabeth s'est tournée vers Martine. « Tu viens de me détruire. » « Non, tu t'es détruite seule il y a 25 ans. » Ambiance chargée de décennies de ressentiment. Toutes deux épuisées de porter le poids. « C'est fini, Elisabeth. C'est fini pour qui? Je perds ma réputation, mes clients, le respect. Toi, tu perds quoi? Tu as déjà tout perdu. Je te perds toi. Je perds Françoise. Je perds Alice probablement. Mais Alice gagne la vérité. La vérité ne paie pas les factures, ne guérit pas les blessures. Le mensonge non plus. Il ne fait que reporter la douleur. Alors pourquoi faire ça maintenant après 25 ans? Parce qu'Alice mérite de décider avec des informations complètes. Tu as choisi pour elle quand tu l'as abandonnée. J'ai choisi pour elle quand j'ai caché. Maintenant, c'est son tour de choisir. Même en sachant que je vais te haïr pour toujours, Martine a fait une longue pause, larmes coulant. Surtout pour ça, ta haine est le prix que je paie pour 25 ans de ma lâcheté. Tu penses que ça te rend meilleur que moi? Ça ne me rend pas meilleure, ça me rend différente. Tu as choisi d'oublier qu'Alice existait, j'ai choisi de prétendre qu'elle était à moi, toutes les deux en tort, mais je choisis de réparer maintenant, même tard. Elisabeth a craqué, voix sortant étranglée. Je ne voulais pas t'abandonner, Martine, mais je n'arrivais pas à la regarder sans le voir, lui, sans voir ses mains me tenir, sans entendre ses rires. Chacun de ses pleurs était l'écho de mon cri. Je sais, Elisabeth, je l'ai toujours su, mais Alice ne le savait pas. Elle méritait de savoir. Et maintenant nous perdons toutes les 3.
Toi, tu perds le secret. Moi, je vous perds toutes les deux. Alice perd les illusions de famille parfaite. Mais elle gagne quoi? La vérité. Et la vérité vaut plus que n'importe laquelle de nous trois. Catharsis émotionnelle complexe a rempli la pièce. L'arme des deux. Il n'y avait pas de vainqueur célébrant. Juste une acceptation douloureuse que certaines situations n'ont pas de solution heureuse. Humanité partagée dans la souffrance. Élisabeth et Martine enlacées pour la première fois en 25 ans, toutes deux pleurant des pertes qui ne cicatriseraient jamais. Élisabeth a affronté les conséquences les jours suivants. Alice, après avoir lu la lettre, a cherché Élisabeth. Confrontation douloureuse mais nécessaire. Élisabeth a demandé pardon en pleurant. Alice n'a pas pardonné mais a compris. Conséquence juste mais pas vengeresse. Élisabeth a perdu quelques clients qui ont su l'histoire, mais a gardé son entreprise. Ce n'était pas la prison ni l'exil, c'était une perte sociale partielle. Martine n'a pas célébré, a témoigné avec tristesse. C'était nécessaire, pas souhaitable. La justice a été partielle comme toujours. Une partie du problème résolu, Alice connaissait enfin la vérité complète. Mais tout n'était pas résolu. Les cicatrices resteraient pour toujours. Les victimes ont eu une validation, mais la douleur continuerait. Le système a fonctionné imparfaitement. Les lois ne punissent pas les mensonges familiaux, ne font que reconnaître les adoptions. Reconnaissance que la justice réelle et complète est impossible dans les tragédies familiales. Les témoins ont réagi de manière mitigée. Certains dans le voisinage applaudissaient le courage de Martine, d'autres pleuraient pour la famille détruite. Beaucoup sont restés silencieux à traiter la complexité. La validation de Martine a eu lieu, mais est venue avec un poids énorme. Tu as fait ce qu'il fallait, dit avec des larmes par des gens qui perdaient aussi quelque chose. Nicolas a fermé son propre arc. Il est resté comme un pont entre Martine et Alice, changé par l'expérience. Je pensais que la vérité était simple. J'ai découvert que la vérité fait mal, même quand elle est nécessaire. Personnage secondaire Françoise a obtenu une paix partielle en demandant des excuses publiques, a payé son propre prix en perdant son mari qui n'a pas supporté le scandale. Élisabeth a suivi un chemin différent, est entrée en thérapie enfin, a appris la leçon mais porterait la cicatrice d'avoir abandonné sa fille. Martine a démontré une croissance douloureuse, n'était plus naïve à croire que l'amour résout tout, ne célébrait pas, acceptait juste les conséquences, savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait mais portait un poids permanent. Grandir fait mal, choisir fait mal, vivre fait mal. Mais ça vaut la peine parce que l'alternative est de mourir de l'intérieur dans le mensonge. La reconnaissance publique s'est produite de manière silencieuse. La communauté de l'Église a reconnu son sacrifice. Mais la reconnaissance fut respectueuse, pas festive. Il n'y a pas eu de fête, juste de longues étreintes silencieuses, larmes de gratitude et de tristesse mêlées. Alliés réconfortants. Nicolas, quelques voisines, le prêtre de l'église. Tous savaient que la victoire avait coûté trop cher. Tu as fait ce qu'il fallait, Martine, a dit Nicolas avec des larmes, étreinte de qui comprend profondément la perte, présence silencieuse valant plus que des mots. Moment de perte définitive s'est produit un jeudi. Françoise est venue chercher les dernières affaires qu'elle avait gardées chez Martine, porte se fermant pour la dernière fois. Martine, témoignant avec acceptation douloureuse, sœur partant pour toujours. Odeur du parfum de Françoise disparaissant, silence lourd là où avant il y avait des rires. Description sensorielle, son de la porte claquant, pas s'éloignant dans le couloir, voiture démarrant dans la rue, vide restant. Première scène de la nouvelle normalité changée. Martine seule dans la cuisine préparant du café pour une personne seule. Ambiance familière, mais différente. Vide là où c'était plein. Silence là où il y avait des conversations. Interaction avec une voisine passée déposer un gâteau. Comment vas-tu? Je survis. Ton mélancolique mais paisible. Ce n'est pas ce que j'ai rêvé pour ma vie, mais c'est ce qui devait être fait. Mais l'histoire ne se termine pas par une victoire imparfaite, car 6 mois plus tard, Martine apprenait encore à vivre avec les choix qu'elle avait faits.
et les cicatrices qu'elle porterait pour toujours. 6 mois plus tard, Martine se réveillait à 5 heures du matin encore. Café noir fort dans la même cuisine. Mais maintenant, elle buvait seule. La victoire principale a été conquise. Alice savait la vérité complète sur son origine, sur Elisabeth, sur l'argent, sur tout. Objectif du conflit atteint. Mais la perte permanente était évidente dans chaque coin vide de la maison. Françoise n'est plus jamais revenue. Appelait une fois par mois, conversation de 5 minutes, polie et distante. Elisabeth a coupé complètement, a envoyé un avocat remettre une lettre disant qu'elle ne voulait plus de contact. Pour moi, tu es morte. Cette partie de Martine est morte aussi dans le processus de révéler la vérité. La nouvelle routine était fonctionnelle mais solitaire. Elle cousait encore des uniformes, vendait au marché le samedi. Mais déjeunait seule, dînait seule, regardait le feuilleton seule. Les valeurs s'étaient renforcées, mais tempérées d'un réalisme douloureux. L'amour vrai fait mal, la vérité coûte cher, la famille n'est pas le sang, mais n'est pas non plus un fantasme. Le traumatisme de l'abandon d'Alice a été traité en thérapie, que Martine a commencé, mais n'a pas été guérie. Se réveillait parfois à 3 heures du matin avec la poitrine serrée. Le rêve de voir Alice diplômée s'est réalisé. Elle a fini son master. Martine n'a pas été invitée à la remise des diplômes. D'autres rêves ont été abandonnés pour toujours. Ne seraient jamais grand-mère et petite-fille ensemble, n'auraient jamais de Noël en grande famille à nouveau. Alice gardait un contact minimal. Message texte une fois par semaine. « Salut, ça va ?» Martine répondait toujours « Tout va bien, et toi ?»« Bien ». Conversation qui ne disait rien mais signifiait que la porte n'était pas verrouillée en permanence. La relation a changé fondamentalement, n'était plus mère et fille, ne le serait peut-être plus jamais, mais n'était pas non plus des étrangères complètes, étaient dans des limbes intermédiaires douloureux. Alice et Martine parlaient encore, mais pas comme avant. Certaines choses, une fois brisées, peuvent être recollées, mais les fissures apparaissent toujours sous la bonne lumière. Nicolas a trouvé une paix partielle, continuait de rendre visite à Martine chaque dimanche, apportait le déjeuner tout prêt, mangeait ensemble en silence parfois, a payé son propre prix, sa famille aussi s'est fissurée avec les révélations, mais a appris que la vérité sans compassion est de la cruauté déguisée en justice. Elisabeth a suivi un chemin complètement différent, a changé de ville, a recommencé loin, a appris la leçon mais avec une cicatrice que personne ne voyait. La culpabilité d'avoir abandonné Alice la poursuivait en thérapie hebdomadaire. Françoise a disparu du cercle, a divorcé, a changé de région, a bloqué tout le monde. Perte permanente. Les changements internes de Martine étaient visibles dans les actions quotidiennes. Agissait maintenant fondamentalement différemment. Plus honnête jusqu'à la douleur. Ne mentait plus même pour épargner des sentiments. Limite très claire. Je n'accepte pas les miettes d'affection. Soit on me veut dans sa vie, soit non. Ne cherchez plus l'approbation du voisinage comme elle le cherchait au début. À trouver la paix dans quelque chose de plus petit mais plus réel, l'acceptation de soi. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec les outils que j'avais. Ce n'était pas parfait, c'était humain. Moment qui a représenté la transformation coûteuse s'est produit un dimanche après-midi. Martine est retournée au même endroit qu'au début, la salle à manger où tout a explosé 6 mois plus tôt. Nicolas avait organisé un petit dîner, juste lui, Martine, et étonnamment Alice a accepté de venir. Rappel direct du début, même pièce, même table. Mais la réponse était complètement différente maintenant. Il n'y avait pas de cris, pas de verres cassés, pas d'accusations. Et l'ambiance était changée. Table plus petite, juste 3 assiettes, silence lourd, mais pas hostile. « Ça valait la peine ?» a demandé Alice en regardant son assiette. Martine a fait une longue pause, choisissant ses mots avec soin. Les mauvaises questions méritent des réponses honnêtes. Je ne sais pas si ça valait la peine. La vérité a coûté tout ce que j'avais, mais c'était nécessaire, tu le méritais. Et toi, comment vas-tu ? Différente, pour toujours différente de qui j'étais. Mieux ? Martine a réfléchi, a bu de l'eau. Plus vrai.
Je ne sais pas si mieux. Et plus entière dans le mensonge ou plus brisée dans la vérité, j'ai choisi brisé et vrai. Image poétique douce amère. Par la fenêtre, Martine a vu une fleur poussant dans une fissure du béton de la cour. Pas forcée, a surgi naturellement pendant le silence. La vie, insistant même dans la destruction. Émotion authentique, complexe remplissant la poitrine. Ce n'était pas seulement le bonheur d'avoir Alice là. Ce n'était pas seulement la tristesse de tout ce qui était perdu. C'étaient les deux simultanément. Larmes suivies d'un petit sourire quand Alice s'est resservie. Sourire avec des yeux tristes quand Nicolas a raconté une blague et que personne n'a ri. Martine était en paix. Pas heureuse exactement, mais en paix avec qui elle est devenue et les choix qu'elle a faits. L'histoire de Martine n'enseigne pas que tout finit bien. Elle enseigne que parfois, faire ce qu'il faut coûte absolument tout ce que vous avez. Et pourtant, cela continue d'être la bonne chose, car l'alternative est de mourir vivante dans le mensonge. Elle enseigne que le vrai courage n'est pas l'absence de peur. C'est choisir ce qui compte, même en sachant avec certitude que vous allez perdre quelque chose que vous aimez désespérément. Elle enseigne que la justice réelle est rarement complète ou satisfaisante. Mais la justice partielle est toujours infiniment meilleure que l'injustice confortable. Elle enseigne que grandir signifie perdre des versions de nous-mêmes que nous aimions et apprendre douloureusement à aimer qui nous sommes devenus dans le processus. Combien d'entre nous ont déjà fait des choix impossibles dans la vie? Avons-nous choisi de protéger un enfant mais perdu un mariage dans le processus? Avons-nous choisi la vérité mais perdu la sécurité financière? Avons-nous choisi la dignité mais perdu une communauté entière? L'histoire de Martine nous rappelle que ces choix ne font pas de nous des victimes passives du destin. Ils font de nous des survivantes actives. Et survivre avec des cicatrices visibles est plus honorable que de vivre intact mais engourdi de l'intérieur dans un mensonge confortable. L'impact durable a été réaliste et petit. Martine n'a pas changé le monde, n'est pas devenue une héroïne. A juste donné à une personne, Alice, l'outil pour décider de son propre avenir avec une information complète. De petits changements résonnent. Alice a commencé une thérapie pour traiter le traumatisme, chose qu'elle n'aurait pas faite en vivant dans un mensonge confortable. Nicolas a appris que la justice a besoin de compassion. Certaines voisines ont commencé des conversations difficiles avec leur propre famille sur des secrets gardés. Héritage imparfait mais réel d'une femme imparfaite qui a choisi la vérité plutôt que le confort. La vraie force ne vient pas de ne jamais casser. Elle vient de casser complètement et de choisir de continuer à respirer. Ce n'est pas le bonheur naïf de celle qui n'a jamais souffert. C'est la sagesse achetée avec la douleur, payée en sang émotionnel, conquise dans des nuits sans sommeil. La force de celle qui a survécu à la tempête, pas de celle qui n'a jamais vu la pluie. Tu n'as pas besoin d'être entière pour être forte. Parfois les brisées, les raccommodées, les cicatrisées sont les plus fortes de toutes parce qu'elles savent ce que c'est de tomber et de se relever. Et vous, avez-vous déjà dû choisir entre deux choses que vous aimiez en sachant que vous en perdriez une pour toujours? Avez-vous déjà fait ce qu'il fallait en sachant avec une certitude absolue que vous perdriez quelque chose de précieux? Avez-vous déjà porté une cicatrice que personne ne voit mais que vous sentez percer tous les jours? Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. La semaine prochaine, l'histoire de Madame Amélie, 63 ans, qui a découvert le secret de son mari décédé et a dû choisir entre sa mémoire et l'avenir de ses enfants. Rappelez-vous toujours, vous n'avez pas besoin d'être entière pour être forte. Vos cicatrices prouvent que vous avez survécu. Et survivre est déjà une victoire. À bientôt.